Oui, effectivement, disons, il est d'usage en France, et c'est pas vrai dans tous les pays, de dissocier l'éthique, qui serait plus la réflexion, puisque, comme tu l'as dit, ça vient du grec, et donc c'est plus associé à la philosophie, et la morale, qui serait donc dans la tradition romaine, plus liée au droit et aux règles. Donc c'est une petite. Alors pourquoi? Parce que les philosophes ont souvent besoin de concepts. Donc même si c'est la même chose, ils veulent dissocier les deux. Il faut bien voir que dans les pays anglo-saxons, cette distinction n'est pas aussi forte que ça. Ce qui fait que vous allez voir des gens qui vont faire des codes of ethics, par exemple. Mais justement, en France, a priori, on ne peut pas avoir de code d'éthique, puisque l'éthique est elle-même la réflexion, donc ça ne peut pas être encodé. Et effectivement, par exemple, l'ANR a fait pour les experts étrangers, en anglais, un code of ethics, et ils l'ont traduit en français, ce qui est bizarre, c'est l'ANR, l'Agence nationale de la recherche, et ils l'ont traduit par code de déontologie. Donc, vous voyez, ça vous donne un peu une idée de la difficulté. Mais en tout cas, c'est vrai que je crois qu'il y a une dissociation qu'il faut faire entre ce qui est de l'ordre des règles et ce qui est de l'ordre de la réflexion. Alors, les règles, c'est important parce que si on veut, à un moment donné, être capable de légiférer, il faut qu'on ait des règles assez bien définies. Mais bon, en amont de ces règles, il y a des questions qui vont se poser. Les concepteurs, bien sûr, de technologie devront se poser un certain nombre de questions et se demander sur quoi se fonder pour prendre telle ou telle décision. Je crois que ce qui est important aujourd'hui, qui explique certainement la raison pour laquelle beaucoup de gens se préoccupent de cela, c'est qu'on a affaire au numérique. Le numérique, c'est toute la société qui est transformée, et en particulier tous les liens, tout ce qui fait la trame du tissu social, qui va se modifier avec le numérique. C'est par exemple l'amitié sur les réseaux sociaux. Alors qu'est-ce que c'est? D'abord, est-ce que c'est l'amitié? Alors, l'amitié, c'est central pour l'éthique. Si vous lisez l'éthique à Nicomaque d'Aristote, il vous dit que, bien sûr, c'est la relation privilégiée que peuvent avoir des hommes entre eux, avec des relations particulières, une compréhension. Et bien sûr, c'est cette amitié qui va être à la source ensuite du lien social. Alors, est-ce que sur les réseaux sociaux, l'amitié, c'est la même chose? On sent bien sûr à la fois que d'un côté c'est la même chose, puisque vous acceptez quelqu'un parce qu'il a des relations avec vous, et en même temps on voit que c'est différent. Et en même temps on voit bien que la tentation des réseaux sociaux est grande, c'est de dire tiens, si vous êtes amis, c'est que vous allez pouvoir bénéficier d'un certain nombre d'informations au sujet de vos amis. Et alors, ou éventuellement vous allez pouvoir donner des informations particulières, etc. Donc, bien sûr, c'est un peu gênant parce que souvent, on a décidé d'être amis simplement parce que c'était une relation. Donc, ce sont des choses qui sont vraiment problématiques. Alors, on peut se dire aussi même que l'amitié est transformée par les réseaux sociaux, puisque vous avez des relations avec des gens qui vous sont proches. Et donc, vous voyez quelques petites choses sur les réseaux sociaux, donc vous leur téléphonez moins souvent, puisque vous n'avez pas besoin de prendre des nouvelles, puisque vous avez des nouvelles. Et donc, peut-être que vous voyez que ça peut avoir un effet en retour sur l'amitié. Alors, je prends l'amitié, mais on peut continuer avec d'autres notions qui sont importantes dans la vie en société. Par exemple, la réputation. La réputation, c'est une notion essentielle dans l'ordre social, bien sûr. Et la réputation, aujourd'hui, on fait des scores de réputation. Les Chinois, par exemple, veulent agréger toutes les petites infractions que l'on commet chaque jour pour, à partir de ça, voir si vous êtes quelqu'un de recommandable et si on va vous donner un emploi plutôt qu'à quelqu'un d'autre. Ça ressemble à la réputation, mais c'est pas tout à fait la même chose. Vous voyez, ça donne un peu froid dans le dos, d'ailleurs. Et puis on peut continuer. La confiance, même chose. La confiance, c'est dans l'Antiquité, c'était la parole. Vous savez qu'un testament, par exemple, s'il était écrit, n'avait pas de valeur dans l'Antiquité. Et puis ensuite, progressivement, on a inversé les choses. Quelque chose qui est uniquement verbal n'a pas de valeur et on fait confiance à l'écrit. Aujourd'hui, il y a encore d'autres façons d'établir la conscience, avec par exemple la blockchain, etc. Ça va être la machine qui va être le garant. Alors, tout ça, bien sûr, ça va avoir des incidences centrales sur la société. Et donc, les principes d'éthique, qui
aussi ont une histoire, à mon sens, vont être modifiés et doivent faire l'objet de tout un tas de réflexions. Ce n'est pas simple. Par exemple, la diffusion de fausses nouvelles, ça a toujours existé, mais aujourd'hui, ça peut prendre, avec les technologies actuelles et avec le fait qu'il n'y a plus de références naturelles, il n'y a plus de source à laquelle on puisse en permanence se référer, ça peut avoir des effets tout à fait tragiques. Vous voyez, même dans l'ordre scientifique, moi je suis scientifique, donc l'une des questions sur laquelle on a travaillé dans le cadre du comité d'éthique du CNRS, c'est quelle est la posture que l'on va adopter en tant que scientifique dans l'espace social lorsque vous avez des discours contraires à la science qui apparaissent. Alors, pendant longtemps, les scientifiques pouvaient dire, oui, d'accord, mais nous, on est professeurs à tel endroit, au Collège de France, à Sorbonne, on va vous dire ce qu'est la vérité. Mais aujourd'hui, c'est très mal accepté. Dans la population, c'est considéré comme étant arrogant. C'est la pire des choses qu'on puisse... on voit bien, le gouvernement nous dit ils sont loin du peuple, etc. Ils sont arrogants. Et en même temps, il est de notre devoir quand même de porter à la connaissance du grand nombre un certain nombre de résultats. C'est essentiel. On ne peut pas laisser les gens démunis face à cette réalité. Alors, c'est sur le climat, c'est sur la vaccination, mais c'est surtout, tout est mis en cause. Donc voilà, on se retrouve, je crois, dans un monde qui est très différent de celui qui existait avant. Et en particulier, ce qui me semble important, c'est de bien comprendre que là où on avait une certaine inquiétude face à l'autorité excessive que pouvait prendre l'État. Et donc il fallait essayer de mettre une distance par rapport à ça. On se retrouve dans un monde complètement différent où il y a d'autres acteurs que les acteurs étatiques qui prennent une puissance bien plus grande que celle des États. Alors ça peut être des grandes sociétés, des grands acteurs de l'Internet, mais ça peut être aussi des mafias, ça peut être aussi des groupes terroristes qui vont utiliser, ça peut être des États aussi d'ailleurs, qui vont propager leur influence sur les réseaux, sans le nommer, mais il y a quand même un État à l'est de l'Europe qui joue énormément de cela. Je sais pas moi, je suis étonné parce que, par exemple, si on regarde les agrégateurs de news qui sont faits par d'autres, mais tout d'un coup, ils donnent énormément de poids à des journaux d'un certain pays et qui a des vues très particulières. Donc voilà, je crois que ce sont des nouvelles formes de vulnérabilité et je crois que c'est là-dessus qu'il faut qu'on ait aujourd'hui vraiment une réflexion commune pour savoir comment se comporter par rapport à cela, parce qu'il risque d'y avoir interférence entre ces pratiques et ces nouveaux acteurs et puis les procédures démocratiques, et ça peut être vraiment extrêmement problématique pour le futur.